décodeurs d'Atlantic Matin. Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. Les décodeurs jusqu'à 9h30, je salue mes décodeurs du jour. Bonjour Mostafa Elliott, on va commencer par Bonjour, Mostafa Elliott. Comment ça va? Ça va bien? Très bien. Professeur d'économie aujourd'hui, c'est très prof d'éco aujourd'hui. C'est professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca et Hicham El Bayed. Alors vous, je sais pas, maître de conférence, consultant, prof d'éco, Pour la matinée, ça sera décodeur. Bon, incroyable. Alors aujourd'hui, écoutez, je vous ai fait des sujets un peu sur mesure. Je vous ai fait le costard sur mesure. Parce que on va parler des chèques. Alors, il faut préciser chèque, pas d'échec. Oui. Parce qu'il y a échec et il y a chèque. Oui. Alors, on saura est-ce que cette réforme va être un échec ou exact. pas. Merci. Et puis, évidemment, c'est la nouvelle loi marocaine qui passe, c'est une réforme qui est donc programmée en séance plénière de la Chambre des représentants mardi. Exact. Donc c'est important, on attendait depuis longtemps d'ailleurs. Mais c'est aussi l'occasion de reparler des chèques, du moyen de paiement, le chèque, alors que on parle de plus en plus de paiement numérique, de virement automatique. Justement, dans le deuxième sujet, on parlera de la grande, de la Banque El Maghrib en marche vers toutes ces nouveautés et toutes ces réformes très modernes. Et puis, on parle du chèque. Le chèque. Donc, messieurs, d'abord, qui peut me dire pourquoi on se lance dans une réforme du chèque là en 2024-2025, puisqu'on en parle depuis quelques mois? Pourquoi maintenant? Alors, bonjour chers amis. Donc moi je pense cher professeur, que la réforme ou la réglementation du chèque, on en parle depuis plusieurs années. Oui. Pour plusieurs raisons. Si vous vous rappelez, moi je me rappelle quand j'ai démarré dans la banque, dans les années 90, l'impayé chèque n'était pas pénal. Et il y avait beaucoup d'incidents et c'était pratiquement un moyen de paiement qui n'avait pas une grande utilité. Quand il y a eu la réforme et les chèques impayés sont devenus de l'ordre du pénal. De l'ordre du pénal, avec des sanctions pénales très très lourdes, le chèque a repris un peu sa crédibilité. Et que ce soit le particulier ou une entreprise, avant d'émettre un chèque, il savait à quoi s'engager. Ouais. Et donc, on a passé, je pense, pratiquement 2 décennies. Il y a eu un débat. Est-ce qu'il faut continuer à pénaliser les incidents de paiement des chèques et contraindre un petit peu les émetteurs de chèques à respecter, je dirais, leurs engagements ou non? Et vous avez les statistiques. Actuellement, en dépit de cette contrainte pénale, il y a quand même 980 000 chèques impayés. C'est énorme. Donc, on est devant un dilemme. J'avoue que c'est un dilemme, quoi. C'est un dilemme. C'est très curieux. Je prends le cas français que vous connaissez peut-être mieux que moi. Le chèque n'est pas pénal. Oui. Et d'ailleurs, il est très peu utilisé. Il est voire peu même utilisé. Et puis un chèque qui est sans provision, ça peut se régler à la Banque de France. Voilà, exactement. Vous êtes dans un fichier d'incident de paiement. Exactement. Vous êtes interdit de checker, mais vous ne risquez pas la prison, comme c'est le cas au Maroc. Exactement. Moi, je pense il y a eu plusieurs députés ont demandé est-ce qu'on dépénalise le chèque parce que ce sont des transactions commerciales. Là, ils ont fait un peu une proposition, quand j'ai lu, mi-figue, mi-raisin. On va peut-être en parler en détail, pour essayer de maintenir la crédibilité du chèque. Et en même temps, on a pris des mesures plus, je dirais, commerciales, plus souples, pour ne pas pénaliser des gens, surtout qui ont un incident de parcours. Parce que c'est malheureux c'est malheureux parce qu'il y a des gens qui ont été vraiment pénalisés et puis... pour un petit incident. Pour pas grand-chose. Voilà. Oui. Là, on leur laisse, on va le voir, 30 jours, on rajoute un autre mois, on leur laisse quand même 60 jours pour régler le problème. On va le voir quand il s'agit de chèques entre parents, descendants, ascendants, un conjoint, c'est pas pénal, etc., etc. Moi, je pense que c'est une... J'aurais aimé qu'on dépénalise, mais il y a la contrainte aussi de l'abus. Et pratiquement, quand vous voulez faire un paiement par chèque, plus personne ne va l'accepter parce qu'ils savent que c'est un papier comme un peu les effets de commerce. C'est mon point de vue. À l'instant, vous parlez de pénaliser de part et d'autre. Pénaliser l'émetteur, mais
pénaliser aussi le bénéficiaire, parce que Bien sûr. dans l'état actuel des choses, le bénéficiaire, normalement, qui devrait encaisser le chèque, à défaut d'avoir suffisamment de provisions ou pas de provisions, mais il perçoit pas effectivement son argent. Donc la situation actuelle ne résout pas pour autant le problème. Disons, quand vous l'avez sorti le mot dilemme, effectivement, on est devant un vrai dilemme. Faut-il pénaliser ou pas? Alors, tout d'abord, mettons ça dans son contexte international. Alors, à l'international, un petit benchmarking montre que peu de pays, effectivement, restent encore sur cette judiciarisation, on va dire, effectivement, de l'acte chèque sans provision ou sans provision suffisante. France, Canada, États-Unis, etc. Tout le monde, effectivement, a compris que parfois vous avez des incidents de parcours, comme vous les avez appelés comme ça, insuffisance à l'instant T, le jour J, effectivement, de provision, vous risquez de vous retrouver derrière les barreaux. Alors, chez nous, la problématique est d'autant plus complexe que nos tribunaux sont déjà bondés, les prisons le sont aussi, et puis incriminer quelqu'un, un jeune entrepreneur qui s'est lancé et puis à défaut de provision, un problème de trésorerie qui fait que le jour J il se trouve avec pas assez de provisions, le mettre au même titre, et même un consommateur. Oui, absolument. Donc le mettre sur le même piédestal qu'un criminel affirmé, confirmé, ça serait quand même d'une part tout d'abord sanctionner l'entrepreneuriat chez nous, parce que c'est dire effectivement attention, à la moindre dérive, vous risquez effectivement de partir en prison. Donc ça, il me semble que c'est dans cet esprit que notre ministre de la Justice, d'ailleurs, qui était derrière effectivement la proposition de ce projet de loi, il a vu juste quelque part, effectivement. Mais attention, comme l'a très bien dit mon ami Mustapha, c'est que si vous dépénalisez, vous risquez d'ouvrir effectivement le portail de peut-être l'impunité ou peut-être de jouer à la courte paille pour dire le jour J, on négociera. C'est toujours il y a possibilité de médiation, on trouvera une solution, d'autant plus effectivement dans la famille avec les ascendants, les descendants. Oui. Donc la problématique elle est là, d'autant plus. Quand même le chiffre, je rajoute juste un petit élément, comme l'a dit Mustapha, c'est que nous sommes sur quelque chose comme 972 000 effectivement cas de chèques sans provision qui ont été renoncés, quand même sur 30 millions d'opérations de chèques en 2024. Ça veut dire effectivement que le chèque, et ça c'est un secret de polichinelle, le chèque chez nous reste quand même aujourd'hui comme un instrument de crédit. C'est pas comme un outil de règlement. C'est que vous partez dans une clinique, vous partez à Drab Omar, vous partez à Drab Lef. Parlons vrai, parlons concret. Les gens conçoivent encore le chèque comme un instrument de crédit. Ça veut dire, il va être post-daté. Oui. Ça va être un chèque de caution. Alors que ça, c'est pas l'idée. C'est pas légal. C'est pas l'idée derrière. Donc, la problématique, si on la ramène un peu plus en amont, peut-être encourager des instruments, par exemple d'assurance crédit, le paiement instantané, lutter encore contre parfois des malversations ou des optimisations fiscales, on va les appeler comme ça, qui peuvent parfois paraître, j'allais dire légales, mais après coup, on se rend compte effectivement que c'était une espèce de leurre contre la direction des impôts. Donc, il me semble que c'est une problématique plus large, mais dépénaliser, il me semble, tout d'abord, c'est une espèce de mise au diapason par rapport à ce qui se passe dans le monde, de ne pas mettre dans le même panier des entrepreneurs de part et d'autre, effectivement, au même titre que des criminels. Troisièmement, alléger la procédure. Quatrièmement, développer. Les criminels, généralement, il y a des zéros sur le chèque supplémentaire. Oui, il n'y a pas que des zéros, il y a aussi des falsifications, ça, on n'en a pas parlé. Des gens qui émettent des chèques qui ne sont pas les leurs. On va en reparler, mais en vous écoutant, pourquoi la crédibilité de ce moyen de paiement était associée à la pénalisation, justement? C'est-à-dire que parce qu'il y a abus, tout simplement. Parce que les gens n'ont pas compris. Oui, vas-y. C'est aussi un moyen, comme a dit Hicham, c'est un moyen de paiement et c'est des pratiques très courantes où vous donnez un ou plusieurs chèques étalés dans le temps, donc c'est pas légal, antidaté, et comme instrument de garantie. Et on a beaucoup de cas, même dans les tribunaux, où quand il y a des incidents, les deux parties sont impliquées, aussi bien l'émettrice que l'acceptante qui a accepté ces chèques. Et ça, c'est détectable, vous qui êtes un ancien banquier, c'est détectable dans les banques, ce type de pratique?
Vous savez, vous pouvez le voir dans les mouvements que le client refait, mais bon, c'est très difficile. Qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que quand le bénéficiaire du chèque a des problèmes de trésorerie, il peut menacer l'émetteur en disant on a convenu mars, mais là j'ai besoin d'argent, je vais présenter le chèque, débrouillez-vous. Et s'il le présente, il est payable à vue. Et l'autre partie est dans des problèmes. Oui. La problématique, si on regarde de près, j'en parlais avec Mustafa hier en off, par l'émission, on disait la problématique est beaucoup plus viscérale parce qu'elle a ses racines par rapport à la question de confiance. Par le passé, tout à l'heure j'ai parlé de Talba Omar et tous ceux qui habitent à Casablanca, même ailleurs, savent pertinemment que les gens parlaient juste d'une parole. C'est juste une parole, une poignée de main qui servait effectivement d'instrument de règlement. Maintenant, à défaut d'avoir cette confiance envers l'autre, cette façon de construire et de transagir avec l'autre effectivement, sans qu'il y ait nécessairement un garde-fou juridique, pénal, etc. Ça, c'est révolu. Ça, a été renvoyé au canon de Drac. C'est fini. La société a bougé. Elle a évolué. Mais peut-être qu'elle a bougé dans le mauvais sens. Maintenant, il n'y a que des écrits. C'est cette question de capital social. Chez les spécialistes du capital social, on parle effectivement de confiance, de capital confiance. Et vous allez dans les pays de la Scandinavie, vous allez trouver que c'est encore assez développé. Et même dès l'enfance, on enseigne aux bombins, aux gamins, effectivement, ce que c'est la confiance, ce que c'est faire confiance à l'autre. Parce que économiquement, c'est rentable de faire confiance. Vous n'avez pas idée de ce qu'on gagne en termes de temps, en termes d'efficacité, en termes d'efficience, effectivement, à faire confiance à l'autre et à ce que cette confiance soit méritée, bien entendu. Dans des contextes où on est assez arbitraire, il y a nécessité de mettre effectivement ces garde-fous et de rester vigilant. On est dans la rationalité limitée, comme on dit dans nos cours d'économie. On est dans la relation d'adversité et il suffit pas effectivement d'une parole saine pour que les choses évoluent correctement. Donc il y a nécessité effectivement de recourir justement au pénal. Et c'est pour ça que dans notre société, il a été depuis toujours effectivement une question pénale. Vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, peut-être après le... Non, allez-y, parce qu'on attend Karim Brunet. Moi, je pense aussi que le chèque, s'il n'est pas, malheureusement, avec des sanctions pénales au Maroc, il risque, de perdre toute sa crédibilité. Il va pas être accepté. Personne ne va accepter l'échec. Et en plus de cela, on va encourager le retour au cash avec toutes les problématiques que ça cause la monnaie fiduciaire, sachant qu'il y a 430 milliards de cash qui circulent que les autorités monétaires, aussi bien Banque al-Maghreb, essaient de lutter contre ce cash, parce que qui dit cash dit fraude fiscale, manque de transparence, etc. Peut-être on pourra développer. Bien sûr, on va développer parce que c'est vrai qu'il y a ce chiffre impressionnant là sur le cash. Il est 8h31, vous écoutez Atlantique. Merci, c'est la matinale jusqu'à 10h et vous écoutez les décodeurs. Alors, on parle aujourd'hui de cette réforme qui sera proclamée en séance plénière de la Chambre des représentants demain, qui concerne les chèques. Messieurs Mostafa El-Jay et Hicham El-Bayed sont avec moi aujourd'hui dans les décodeurs. Est-ce que ce moyen de paiement est indispensable à notre système monétaire ici au Maroc? Qui veut répondre? Oui, il est indispensable, c'est un instrument de paiement. Vous avez le cash, vous avez le chèque, vous avez les autres instruments, le lettre de change, etc. Donc il y a un certain nombre d'instruments qui seront là à disposition de façon diversifiée et variée pour permettre aux opérateurs économiques de pouvoir trouver effectivement leur bonheur dans tel ou tel instrument. Maintenant, on revient à la case départ par rapport justement à cette crédibilité effectivement des instruments de paiement qui sont là, l'usage de ces instruments, le cadrage effectivement de cette utilisation et aussi le rôle que doit jouer effectivement le législateur pour permettre effectivement de créer cet environnement des affaires. On revient effectivement à cette histoire de doing business et ça aussi c'est à prendre en considération dans l'analyse parce que nous avons une image à développer et justement dépénaliser c'est une façon de moderniser pour dire effectivement que si vous décidez d'investir au Maroc, sachez qu'il y a un cadre légal qui offre la possibilité de travailler dans une certaine sérénité, mais on est là aussi pour éviter effectivement les abus, éviter effectivement les égarements que certains opérateurs malveillants, parce que là encore il faut souligner le terme, il faut distinguer
entre l'abus, entre la mauvaise foi et l'incident de parcours. Et ça, c'est quelque chose qui me semble vital, justement, pour pouvoir trouver du sens à cette évolution qu'on veut effectivement injecter effectivement dans le système d'utilisation des chèques. Éviter effectivement de tomber dans les interdictions aussi de bancarisation, parce que là, on revient aussi sur l'histoire du taux de bancarisation au Maroc, parce qu'une personne qui a été blacklistée effectivement par rapport à cela, risque effectivement d'être interdite de bancarisation, le cas échéant. Et ça enfonce le clou par rapport au taux de bancarisation chez nous au Maroc qui pose problème. Oui. Les dernières statistiques, d'après le dernier sondage qui ont été actualisés, on parle de 55-58% de Marocains qui ont un compte. Alors, abstraction faite de ceux qui sont j'allais dire, qui disposent de plusieurs comptes, qui ont des comptes dormants, etc. Donc, le chiffre, il est surévalué peut-être. Bien sûr, et dans la réalité, c'est moins que ça. C'est beaucoup moins que ça. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un qui va se bancariser, la première chose qu'il va faire auprès de sa banque, c'est de demander un chéquier ? Il lui est remis systématiquement, n'est-ce pas ? Exactement. Ouais. Même si, honnêtement, je dirais, c'est un peu risqué au début. Ouais. Parce que vous avez quelqu'un qui peut ouvrir un compte avec 100 dirhams, je dis n'importe quoi. Bien sûr. Et légalement, il a droit à un chéquier. S'il n'est pas de bonne foi, il peut s'amuser à distribuer des chèques à gauche et à droite. Bon, c'est des cas isolés, mais ça existe. Donc, peut-être... au niveau de réglementation, à ce moment-là, c'est Banque al-Maghreb, peut-être demander à la banque d'apprécier la délivrance du chéquier ou non. Laisser peut-être quelques mois d'activité, comme on fait avant de donner peut-être. Et aussi dans le même sens, si tu permets, Mustafa, il va falloir aussi que Banque al-Maghreb, le GPBM fasse aussi le nécessaire pour créer suffisamment de data. Moi, opérateur, au moins j'aurai la possibilité de me renseigner sur mon client, est-ce qu'il est solvable ou pas, jusqu'où je peux m'engager avec lui. Ça, c'est un sujet. Hein. On est dans le sujet. On est dans le sujet parce que quand vous avez la possibilité de vous enquérir sur la solvabilité de votre partenaire, est-ce qu'il a des incidents ou pas, est-ce qu'il est fiable ou pas, ça diminuerait effectivement la probabilité effectivement que vous tombiez dans un chèque sans provision. Hicham, incident ou pas, maintenant, il y a des lecteurs de chéquiers dans des centrales de distribution. Je ne vais pas donner les noms, mais surtout les grandes surfaces bien équipées, qui passent votre chèque parce qu'il y a un code barre. Voir si vous êtes interdit ou non. Parce qu'il y a aussi la protection des données personnelles. Ils ne peuvent pas accéder à votre solde, ce n'est pas une banque. Mais ils savent si vous êtes dans le fichier du SCIP, Centrale des incidents de paiement de Banque al-Maghreb, ou non. Si déjà, je passe le chèque à travers le code barre et je vois que monsieur X qui est devant moi est interdit de checker, la caissière ou la personne va vous dire désolé, donnez-moi votre carte ou cash, etc. C'est un début. Mais vous avez raison, l'idéal aurait été au moins de dire, est-ce que, sans divulguer le montant, est-ce que, moi je donne un chèque 10 000 dirhams, est-ce que il a plus ou il a moins, sans divulguer le montant, pour sécuriser encore plus la transaction. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la réforme ? Qu'est-ce qu'elle va changer concrètement ? Alors, on peut commencer par les entreprises, par exemple. Qu'est-ce qu'elle va changer, cette réforme ? Moi, je pense que pour les entreprises, la confiance dans le chèque va continuer à s'instaurer, puisqu'il y a toujours le risque pénal. Ce qui change et ce qui m'a un peu choqué, c'est au niveau de l'amende, qui peut aller de 2 à 10%, mais ils disent qu'il ne soit pas inférieur à 25% du montant du chèque. C'est-à-dire que si moi, une entreprise donne un chèque de 1 million de dirhams, je dis n'importe quoi pour une transaction, et pour une raison, pour une autre, parfois c'est une question de date de valeur, le chèque est retourné impayé, l'entreprise, pour se régulariser, elle doit non seulement payer le chèque, mais payer quand même 250 000 dirhams d'amende. C'est pénalisant pour les petites, même pour les moyennes entreprises. C'est pas négligeable pour tout le monde. Si je prends 100 000 dirhams pour une PME, c'est quand même assez fort. Avant, on était dans un système de 5, 10 et 20%. Premier incident. Alors, 5, du coup, c'est plus pénalisable avec cette nouvelle réforme. Avec ce pourcentage. Avec les 2% pour les petits montants, c'est bon. Mais là, avec ce pourcentage, ça me paraît un peu... Le revers de la médaille, c'est que si on dépénalise, là, on ouvre la porte justement à l'abus. La boîte de Pandore. La boîte de Pandore, absolument. Parce que ou bien les gens vont refuser, il n'aura aucune valeur. Et puis, dans l'état actuel,
il y a eu 972 000, 1 million effectivement de chèques sans provision. Alors imaginez demain, tous les observateurs sont d'accord sur le fait que dans un premier temps, on va assister à une courbe qui va monter en flèche. Peut-être parce qu'on se dit, après tout, il y a médiation, peut-être il y a possibilité de concilier, peut-être il y a cette histoire de 30 jours renouvelable une fois. Voilà. Donc tout ça fera forcément que ramener ça aussi, peut-être je m'interromps, mais ramener ça peut-être si jamais cette année serait une année de sécheresse. Donc situation économique qui pourrait éventuellement pousser les opérateurs à être un peu plus réservés, peut-être amenés à prendre des décisions, faire des arbitrages qui ne sont pas forcément les bons. Donc ceci peut éventuellement faire en sorte que cette dépénalisation fasse monter en flèche justement les risques d'incidents, et c'est pas bon ni pour les opérateurs économiques, ni pour l'État, ni pour l'image du pays, ni pour nos tribunaux, tout ce qu'on disait tout à l'heure. Donc l'idée, il me semble, juste si tu permets Franck, c'est que il doit y avoir fatalement nécessité d'accompagner le processus par de la sensibilisation, par de la communication. Alors, ça j'allais le dire, parce que j'arrive à lire dans tes pensées. Ouais, exactement. Tu es dans mon cerveau là. Ce qui est assez intéressant quand même, c'est que les autres pays qui ont mis en place une dépénalisation ont accompagné ça de pédagogie, de campagnes de communication dans les médias, par exemple. Sur un pays comme la France, la Banque de France communique énormément là-dessus. Parce que après des années, passées à avoir reçu des colibés pour dire quand on a fait un chèque sans provision, quand on est débancarisé, etc., c'est très compliqué, etc. La Banque de France a vraiment beaucoup communiqué. Et puis, il y a beaucoup de pédagogie de la part aussi des banques. Oui, le GPBM, il a un rôle à jouer, c'est clair. Bien sûr. Il faut une campagne de communication. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a des secteurs où le chèque est plus utilisé que d'autres ? Le commerce, le négoce, le bâtiment, le foncier. La majorité des entreprises, dans leurs transactions, utilisent encore le chèque. Au niveau des particuliers, je pense de moins en moins, parce que parfois, c'est des choses qu'on a vécues. Je vous donne un exemple. Vous allez dans un hôtel, on vous dit non, on n'accepte pas le chèque. Oui. Payez cash ou par carte. Oui. Et quand vous dites pourquoi, il vous dit, si vous voulez, j'ouvre le coffre, je vous montre le nombre de chèques impayés. Effectivement. Dans ces conditions-là, c'est-à-dire il y a quand même des gens des escrocs ou des gens de bonne foi, peut-être, qui se hasardent à donner des chèques. Et donc, si on dépénalise, le chèque n'aura aucune valeur, ou bien on ne va plus l'utiliser comme moyen de paiement. Maintenant, moi, je pense qu'il est très utilisé dans le monde des affaires, parce que, il permet un petit peu de tracer un petit peu les paiements vis-à-vis des deux parties, et aussi c'est une pratique courante, et comme il y a une relation, une connaissance du client, ce qu'on appelle le KYC, donc entre les deux parties, donc souvent je sais, vous demandez à un client, il vous dit ou un fournisseur, il vous dit les chèques de telle boîte, ils connaissent leurs clients, parce qu'il y a aussi l'historique avec dans ces relations commerciales, et on sait forcément ceux qui respectent leurs engagements. Alors, est-ce que c'est pas aussi une façon de faire passer l'élasticité des délais de paiement aussi, c'est-à-dire que le chèque, le chèque, on va dire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Hicham, il peut être antidaté, à déposer, postdaté aussi, effectivement. Donc, et tout ça, on sait pourquoi. C'est parce que les délais de paiement sont tellement élastiques, malgré tout ce qui devrait être respecté. Parce que, alors, au fond, c'est aussi la vulnérabilité du système dans sa globalité. Quand vous êtes un auto-entrepreneur, vous démarrez votre activité, vous y tenez énormément, vous tombez sur un premier client, on a beau vous raconter qu'il n'est pas solvable, etc. Pour vous, c'est un win-win, comme on dit, une victoire rapide, pour caresser son ego, pour dire effectivement que ça marche, pour vous motiver, etc. Donc, les situations sont très difficiles et très complexes, et comme je disais, on ramène ça par rapport au contexte marocain, où vous avez du secteur informel, vous avez du cash qui circule, vous avez énormément d'incidents du genre qui se ramènent. Tout ceci fait que
c'est pas blanc ou noir, il y a beaucoup de gris et du coup on se retrouve parfois devant le fait accompli. Qu'est-ce qu'on fait? On nourrit l'espoir que le jour J on trouvera assez de provisions, même si effectivement vous vous dites c'est pas sûr que je vais effectivement encaisser le chèque, etc. Donc maintenant il y a une autre alternative dont on n'a pas parlé, peut-être c'est le chèque certifié. Par exemple. Vous allez pour prendre un crédit pour acheter une voiture par exemple, le concessionnaire va vous dire allez chercher effectivement un chèque certifié. Et là le problème est résolu. Donc peut-être la tendance serait effectivement. L'idée effectivement là, c'est qu'on soit de plus en plus effectivement dans des chèques certifiés. L'assurance que la provision, elle est là, elle restera effectivement pour. Elle est bloquée. Voilà, elle est bloquée. Ça c'est. Et puis les virements instantanés, ça aussi, ça s'est développé. Justement, pourquoi les Marocains utilisent toujours autant ce chèque, alors qu'on vient de l'entendre avec vous, messieurs. C'est quand même, le chèque, c'est quand même le côté sombre de la force, quoi. Hein, c'est Dark Side of the Moon. Exact. Pourquoi c'est encore là en 2025, alors que on a lancé le virement instantané et que ça fonctionne bien. C'est un peu cher, mais ça fonctionne bien. Parce que la réponse, on l'a donnée tout à l'heure, n'est-ce pas, Mustafa? On l'a dit, ça reste encore un outil de caution. C'est un instrument de crédit, c'est pas vu comme un instrument de paiement. Donc on se dit, je le tiens par la main, par là où ça fait mal. Et ça fera le lien d'ailleurs avec le sujet qui va venir après, mais dans l'avenir, là, messieurs, vous mettez vos combinaisons de Star Trek, vos oreilles pointues, vers quoi va-t-on? Est-ce qu'on va vers une disparition totale du chèque ou une cohabitation avec le digital? Comment vous voyez ça? La digitalisation, c'est un one-way. Et de plus en plus, effectivement, les politiques et les décisions à l'échelle de l'exécutif vont dans ce sens-là. Plus on digitalise, plus on facilite effectivement l'acte économique. Et qui dit facilitation, dit accélération, dit transparence, dit sécurisation. Oui, on reviendra tout à l'heure sur la cybersécurité. Quoique, lorsqu'on digitalise, il y a aussi la face sombre de la lune. Quand tu dis à l'instant, Franck, il y a le revers de la médaille, c'est qu'on devient plus fragile, effectivement, plus on digitalise, parce que le papier reste quand même quelque chose d'assez solide, on va dire, en termes d'instruments, et en cas, effectivement, de litige, ça peut être toujours recevable. Oui, effectivement, moi je pense que les virements instantanés, ce qu'on voit, ils sont très utilisés maintenant pour les petites sommes, entre les particuliers. Je dirais les particuliers un peu avertis, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même une partie de la population qui n'est pas très initiée et qui sont parfois même dans le monde des affaires. Donc maintenant, quand il s'agit de transactions entre les entreprises, je pense que le chèque, il y aura une cohabitation, parce qu'on a encore une économie, il y a un peu d'informel, il y a aussi une partie de la population, comme je disais tout à l'heure, des self-made men, qui ne sont pas des niveaux très avancés. Et il y a aussi le coût des virements instantanés. Oui, c'est le coût surtout. Parce que il est parfois dissuasif. Donc, à un certain moment, on se demandait est-ce qu'il ne fallait pas carrément le faire en free, c'est-à-dire gratuitement, comme quand on l'avait lancé, si vous vous rappelez, les 2 premiers mois, pour initier les clients, c'était gratuit. Oui, d'ailleurs, ce serait bien que ça revienne. Parce que exactement. C'est un frein, justement, à la digitalisation dans les entreprises, par exemple. Tout à fait. Monsieur Jouari, le gouverneur de Banque Le Maghreb, l'a dit, et peut-être là, il a remonté les bretelles aux banques, en disant effectivement, il faut revoir la grille des tarifs par rapport aux transactions bancaires. Voilà, faire baisser, parce que quand vous voulez faire un virement instantané, on veut dire, entre banques, c'est 16 dirhams 50, c'est pas beaucoup, mais c'est pas rien. Donc, si on ramène ça à des tarifications beaucoup plus facilitantes, on va dire, les opérateurs économiques, les monsieur lambda, effectivement, pourraient recourir à cela, parce que c'est rapide, parce que c'est sécurisé, parce que ce sont beaucoup de frais, etc. Donc, l'histoire du chèque, que je suis d'accord avec Mustafa, effectivement, il va y avoir cohabitation. Mais à moyen terme. Est-ce que ce chèque
qui représente quand même du papier, c'est du papier, quoi. Il peut pas être accompagné. Tout à l'heure, on en parlait, quand on va au supermarché, ce chèque, il est passé dans une machine, dans un lecteur. Est-ce que, par exemple, ce chèque peut pas, on peut pas ajouter dessus une petite puce invisible qui va pouvoir donner des informations? Est-ce que le chèque ne va pas finalement se digitaliser également, quoi? C'est ça. Moi, à mon sens, et on s'est livré à un exercice de prospective. Je suis convaincu qu'il va disparaître à terme. Voilà. C'est comme l'histoire du billet électronique, billet d'avion. Par le passé, on vous donnait une liasse de papier pour dire ça, c'est votre billet d'avion. Maintenant, c'est un truc électronique. Donc, il me semble que dans un contexte comme celui du Maroc, on va se retrouver effectivement avec une phase transitoire, on va assister peut-être à moyen terme, on va finir effectivement par basculer carrément vers la digitalisation, mais ça suppose effectivement qu'on accompagne le processus par deux choses. Tout d'abord, faciliter la digitalisation, accélérer le processus de bancarisation, faire de la communication, de la pédagogie, non seulement dans les milieux urbains, mais aller aussi dans le rural, puisqu'on dit il faut aussi créer un Maroc à plusieurs vitesses, accélérer le processus effectivement d'inclusion. Ça aussi un mot peut-être qu'on n'a pas encore soufflé. L'inclusion financière, l'inclusion économique, c'est quelque chose qui ne peut se faire qu'en allant dans l'arrière-pays et ramener effectivement ces pans entiers de la population qui ne sont pas bancarisés à s'inscrire dans la mouvance. Exactement. Et puis, vous savez, Tom Cruise dans Mission Impossible, on ne le voit jamais faire un chèque. Par contre, un virement instantané de 2 millions de dollars, ça passe en 15 secondes. Effectivement. Avec la musique qu'il faut. À suivre, l'agent 0012 Morad Baba. Les décodeurs avec les 2 décodeurs du jour, très brillants ce matin, mais vous êtes formidables ce matin. Merci. Mostafa El-Jay, professeur d'économie, et Hicham El Baed, maître de conférence, consultant, prof d'éco aussi. On a parlé du chèque et on va parler maintenant des chantiers de Banque El Maghrib. Et puis tout à l'heure, il y aura les débats express avec cette actualité qui nous arrive dans pas mal de domaines. Est-ce qu'on peut pour résumer, rappeler quels sont les grands chantiers stratégiques de Banque El Maghrib ces dernières années? Qu'est-ce qui veut commencer, Hicham? Les grands chantiers de Banque El Maghrib, tout d'abord. Pas tous, les principaux. En tout cas, ceux qui me parlent. Je parle effectivement pour ma part de ce qui me semble très très important à citer dans ces chantiers-là. Alors, rappelant de prime abord tout d'abord le rôle fondamental que joue Banque El Maghrib effectivement dans la stabilisation politique, monétaire, financière, bancaire au Maroc et particulièrement en termes de stabilité macroéconomique, en termes aussi de modernisation, parce que ça aussi c'est la pierre angulaire effectivement de ces chantiers titanesques effectivement dans lesquels s'engage Banque El Maghrib, c'est l'inclusion. Je reviens justement sur cette question d'inclusion financière, bancaire, économique, sociale, qui doit être effectivement la pierre angulaire effectivement de cette politique de modernisation et des stratégies et des dispositifs mis en place par Banque El Maghrib en termes de modernisation. Et puis aussi accompagner l'évolution que connaît le Maroc en termes de politique publique et en termes de choix, on va dire, macroéconomiques. Alors, quand je dis choix macroéconomique, par exemple, le rôle que joue Banque El Maghrib chaque trimestre, effectivement, en termes de décision taux directeur, effectivement, à appliquer, ça, c'est pas quelque chose qui passe inaperçu. C'est une décision que nous attendons tous, effectivement, et on attend à ce que le conseil d'administration de Banque El Maghrib puisse décider est-ce que ça va partir à la hausse ou à la baisse, ou ça va être maintenu. Alors, les chantiers de Banque El Maghrib, tout d'abord par rapport à ce qu'on appelle les infrastructures des marchés financiers, les IMF. Les infrastructures en termes, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au premier sujet, mettre en place des dispositifs de bancarisation, d'inclusion de plus en plus effectivement de particuliers et de professionnels effectivement dans l'acte bancaire, dans l'acte financier, et puis aussi veiller à ce que le pays
accompagne les grands chantiers que nous connaissons et l'évolution que connaît l'économie du Maroc dans plein de secteurs. Secteur du BTP, secteur aéronautique, secteur automobile et j'en passe. Et tout ceci nécessite effectivement que d'un point de vue bancaire, que d'un point de vue cadre, on va dire, doing business, puisse être fait de façon, j'allais dire, modernisée, mais de façon aussi prudente. Et ça, c'est quelque chose de fondamental en termes effectivement de stratégie. C'est que on est dans une période où il va y avoir beaucoup d'investissements qui va arriver, notamment beaucoup d'investissements étrangers. Oui. Il y a des gens qui vont venir je dirais, faire du tourisme intéressé, je pense à la Coupe du Monde, etc. Il faut que ces gens arrivent dans un pays moderne et qui soit, au niveau monétaire, moderne. Moderne et sécurisé. Surtout sécurisé. Sécurisé, moderne, effectivement, avec... qu'on dise pas bon, le Maroc c'est bien, mais enfin c'est un Maroc qui vit comme il y a 30 ans, quoi. Non. Ouais. Alors en fait c'est ça le rôle de Banque El Maghreb. Alors est-ce qu'on peut revenir sur l'inclusion, par exemple? L'inclusion, est-ce que il y a assez de pédagogie, encore une fois, faite? Est-ce qu'il y a assez d'éducation? Ça c'est une excellente question. Parce que moi, il me semble pas, en fait. Hein. Mais c'est pas qu'au Maroc. Hein. Je pense que cette notion-là d'éducation bancaire, par exemple, elle existe dans pas beaucoup d'endroits. Hein. C'est dommage. L'ancien banquier. Si tu permets, Franck. Mostafa, votre micro, parce que sinon, vous savez, à la radio, c'est comme ça. Sinon, après. L'inclusion passe par le micro. Oui, voilà. L'inclusion, c'est le micro. Par rapport à ce qu'a dit Hicham, il y a un grand chantier aussi auquel Banque El Maghreb s'est attaqué très prudemment, qui est la flexibilisation progressive du dirham. C'est un grand chantier, je pense que vous le suivez. Oui, et puis on pourrait faire une émission entière là-dessus aussi. On est en train donc d'augmenter progressivement les barres de fluctuation pour permettre un flottement à terme du dirham qui va répondre à la loi de l'offre et la demande. Tout cela pour un petit peu dynamiser le marché de change au Maroc. Exact. Et puis on pourrait aussi parler des crypto-monnaies. Oui, de tout ça. Bon, bien sûr. Revenons sur l'inclusion. Voilà, d'accord. L'inclusion, parce que vous avez travaillé 25 ans pour la banque. Oui, exactement. Et est-ce que ça a évolué depuis? Est-ce que vous avez senti que ça a évolué? Et comment vous, en tant que banquier à l'époque, bon, même si pour une partie vous étiez dans une banque privée, donc ça c'était un autre type de public, mais est-ce que vous avez senti une amélioration et un intérêt pour la banque, une confiance? Reparlons de ce terme aussi dont on a parlé dans le premier débat tout à l'heure, des consommateurs ou des clients potentiels, etc. Voilà. Alors, juste pour répondre à cette question, je pense que le système bancaire a pris très tôt l'initiative d'étendre un peu son réseau à travers tout le royaume, même dans les villages reculés. Oui. Quand je vous donne, par exemple, les 2 ou 3 premières banques de la place, notamment les 2 premières, ont des réseaux d'agences qui dépassent les 1500 agences. Parfois dans des villages très reculés, tout cela pour encourager la population à être bancarisée, avec un système qu'on a appelé le LIB, le Low Income Banking, c'est-à-dire les clients de la banque à revenus faibles, avec des packages où parfois les commissions sont pratiquement très très symboliques, et également beaucoup d'opérations bancaires qui sont gratuites pour encourager ces gens à ouvrir un compte bancaire, à réaliser leurs opérations basiques à travers leurs agences ou le GAP. Éviter même d'aller à l'agence. Le GAP qui est à l'extérieur permet toutes les opérations. Et au niveau, ça c'est au niveau opération coaching. Au niveau d'accès au financement de ces populations, on a encouragé le microcrédit à travers plusieurs soit filiales de banques ou d'autres sociétés de microcrédit ou associations pour permettre à des populations à revenus très modestes de bénéficier de financement pour créer leurs petits ateliers, leurs petites micro-entreprises, même parfois chez eux. Et on a même augmenté le montant du microcrédit
il peut aller maintenant jusqu'à 200 000 dirhams. Ok, mais donc, pourquoi la banque fait encore peur en fait à certaines personnes? Je connais des gens par exemple qui sont arrivés tout nouvellement dans une banque pour y mettre du cash tout simplement, et qui sont pas restés parce qu'ils se sont rendus compte que la banque leur prenait tel ou tel frais, etc. Donc il y a vraiment un problème de confiance en fait. C'est-à-dire qu'on va préférer le cash finalement donc assez vite, on va revenir au cash quoi. Pour cela, il y a des packs, comme je vous ai dit, pour ces populations qui sont pratiquement gratuits, ou bien je donne un exemple, prendre 16 dirhams tous les trimestres ou 25 dirhams par an, faire des packages, donner une carte gratuite, etc. pour initier ces populations. Il y a aussi les établissements de paiement. Les établissements de paiement aussi qui sont répandus un peu partout. Vous les connaissez, je ne vais pas citer leur nom, qui se retrouvent un peu partout dans le royaume et qui permettent à cette population de recevoir des virements, des mises à disposition. Ça c'est pas mal justement, parce qu'on est quand même dans le pays du prépayé. Bien sûr. On est quand même dans le pays du prépayé et il semble qu'il y ait peut-être des fois plus de confiance dans ces organismes-là, ces établissements. Il y a maintenant une vingtaine. Au début, il y avait 2 qui sont leaders, dont une d'ailleurs qui a fait l'objet d'une IPO de la cité, donc qui est Cash Plus. Et il y a toutes les autres maintenant qui se retrouvent un peu partout. Il y en a des historiques même. Et qui ont des points de vente. On n'a pas cité les noms. Très modestes, très modestes. Alors, ce que je peux rajouter par rapport à ce que disait Mustapha à juste titre à l'instant, c'est qu'effectivement, en termes de branding, là, effectivement, je sors ma casquette, quelqu'un qui travaille sur le branding management. Il me semble que nos banques n'ont pas fait suffisamment de travail sur leur démarche branding, et c'est ce qui fait peur. Lorsque votre banquier vous appelle demain matin, c'est pas forcément pour une bonne nouvelle. Lorsque vous voyez une publicité passer à la télé, vous dites toujours il y a anguille sous roche. C'est pas très sain. Donc il y a cette appréhension qui est dans les mœurs, et les gens ont pris toujours l'habitude de s'attendre avec une boule au ventre que sur un contrat, lorsque vous partez signer avec votre banquier, forcément il y a un vice caché, il y a forcément quelque chose effectivement qui risque de vous compromettre et qu'on ne vous a pas dit, etc. Donc tout ceci, ça s'engrange, on va dire, dans votre tiroir d'appréhension vis-à-vis de la banque, et du coup les gens ne vont vers la banque que parce qu'ils sont forcés. Ça aussi c'est un constat, et on peut même faire un petit sondage dans ce studio pour s'en apercevoir facilement. Alors, nécessité de faire preuve de pédagogie, faire preuve de communication, de proximité, d'authenticité, ça aussi c'est important. Alors le discours doit changer, l'approche doit changer, je parle des banques, la méthode, la mise en avant de l'identité des banques, etc. Ça aussi ça doit changer. Alors, entre-temps, il y a eu effectivement l'avènement des banques alternatives. Ça aussi, quand même, c'est pas un non-phénomène, c'est quelque chose qui s'est inscrit, quelque chose qui venait effectivement répondre à un besoin sur le marché. Les gens voulaient avoir un discours qui correspond à leurs convictions. Mais est-ce que ça a fonctionné ? Alors, là, c'est une grande question. Est-ce que ça a fonctionné ? Et si ça a fonctionné, pourquoi ? Et à contrario, ce qui est le cas, ça n'a pas beaucoup fonctionné parce que on s'est rendu compte que ça coûte plus cher de passer par une banque alternative que par une banque conventionnelle. On a trouvé que le jargon utilisé effectivement dans ces banques alternatives, c'était déjà ce terme de banque alternative. Alors, on a évité effectivement d'utiliser un terme peut-être qui risque d'être provocateur, qui risque d'induire en erreur, d'étiqueter effectivement ces dispositifs. Et donc ça aussi c'est à mettre en lice effectivement par rapport. C'était long, mais aussi parce qu'on a cherché à greffer. Le problème, c'est que ces banques alternatives sont venues se greffer sur les banques conventionnelles. Il n'y a pas une banque alternative qui est venue effectivement ex nihilo. Voilà, c'est une filiale. Donc ça a parti. Donc finalement on a cousu quelque chose, on a greffé quelque chose finalement juste pour donner le jargon qui puisse
séduire les oreilles effectivement d'une partie de cette population marocaine. C'était justement d'attirer une partie de la population. Et puis aussi se mettre au diapason de ce qui se fait dans le monde, parce que vous partez à Londres, vous partez à Paris, etc. Vous allez trouver des banques alternatives. Donc il y a un marché pour ça. Exactement. C'est comme l'histoire du marché halal, par exemple, dans l'agro, etc. Là, on s'est dit, il y a du halal dans le banquier. Il l'a dit. Il a dit. C'est lui qui l'a dit. Il a osé le dire. Ouais. Okay. Mais il y a aussi, d'ailleurs, il y a plein de pays où il y a des banques alternatives qui mettent en avant d'autres valeurs, quoi. Bon, quels sont les défis de Banque El Maghrib là pour les prochaines années, puisqu'on est encore on fait encore boule de cristal dans ce deuxième sujet. Toujours par rapport à la doctrine tout d'abord, est-ce que le dirham convertible, ça fait partie de ces défis ou pas? Moi, position pour le dirham convertible, avant de donner la parole à Mustafa, c'est que c'est un risque effectivement pour une économie qui n'est pas encore prête à cela. Il me semble que se lancer dans une convertibilité ou dans un flottement, c'est risqué. C'est très risqué. Et est-ce qu'on est prêt à cela? Est-ce que l'économie marocaine est prête à cela? C'est une libéralisation qui va arriver un jour forcément, mais est-ce qu'il va falloir précipiter le processus pour la faire venir peut-être plus tôt que nécessaire? Il me semble que la doctrine de ces Jouahli, tout d'abord en tant que gouverneur de Banque El Maghrib et l'institution qu'il représente, il me semble qu'on est toujours sur ces pratiques macro-prudentielles. Alors, pour rester effectivement vigilant, ne pas effectivement aller plus vite que la musique, parce qu'on risque. Pour conclure, on reste sur les défis là de Banque El Maghrib pour les années qui vont venir. Qu'est-ce qu'il faut réussir? À mon sens, il faut, comme il a dit, il faut réussir donc cette flexibilité du dirham qui doit être donc très prudente et étalée dans le temps pour ne pas brusquer le fonctionnement, et surtout pour éviter des tensions inflationnistes, parce qu'on peut se retrouver demain un dirham un euro qui va valoir 13 ou 14, même des scénarios 20 dirhams. Vous voyez l'impact sur l'économie marocaine, et surtout que nous sommes malheureusement un pays où le taux de couverture est encore faible, on est à 60% même pas. Donc on importe beaucoup plus qu'on exporte. Il y a aussi, moi je pense, un autre défi, donc c'est l'inclusion pour bancariser plus de population, on en a parlé. Il y a également les règles prudentielles en ce qui concerne donc la solvabilité des banques, c'est très important. Donc si je prends le taux des créances en souffrance, on est à 8,5-9%. C'est-à-dire sur chaque 100 dirhams de crédit donné, dans le temps il y a 9 dirhams qu'on ne voit jamais. Et donc ça met en péril un petit peu la pérennité du système bancaire. Et là, Banque El Maghrib est très regardant. Il y a, vous avez parlé tout à l'heure, donc le dirham digital. C'est un grand chantier. Tout à fait. Il y a tout ce qui est crypto-monnaie. Mais là, il faut plusieurs chantiers. Là, il faut créer un environnement de loi. Il faut réguler tout ça. Mais il y a aussi ces infrastructures aussi. Là. On parlait des IMF, ces infrastructures de marché financier, effectivement, pour mettre en place l'interconnexion et l'interopérabilité aussi entre banques, et aussi ce mobile banking qui se développe curieusement plus dans des pays effectivement subsahariens que chez nous. Donc l'idée, c'est d'accélérer au processus, et l'histoire effectivement de ce qui s'est passé par exemple pour l'Égypte et la Turquie en allant vers un flottement effectivement de leurs monnaies respectives, ça a créé effectivement une tectonique invraisemblable, et donc pour ne pas vivre les mêmes mésaventures. On l'a dit la semaine dernière avec Abdelghani Youmni. On a un super G. Exactement. Voilà. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, il avait peut-être annoncé son départ en décembre. Oui, il est en partance. Mais j'imagine son successeur, il va rester fidèle à ses concepts. C'est un grand monsieur. C'est la personne idoine qui le remplacera. Messieurs, on a 2 minutes pour faire les débats express, parce qu'on avait tellement de choses à dire aujourd'hui. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Alors, il y a une info qui est tombée ce matin, moi, qui m'interpelle un peu, c'est Benjamin Netanyahou, qui est poursuivi pour corruption et qui a adressé une demande de grâce officielle au président israélien. C'est-à-dire que, et alors c'est assez fou, et sa démarche est soutenue par Donald Trump. Et voilà ce qu'il dit en fait dans une vidéo. En fait, il a enregistré une vidéo
qu'il a diffusé, qui est diffusé par ses services. Il a estimé que la poursuite de son procès, entamé il y a quelques années, déchire Israël de l'intérieur. Il a affirmé que les audiences auxquelles il doit témoigner 3 fois par semaine représentaient une exigence impossible à satisfaire pour un chef de gouvernement. Donc, allez, qu'est-ce que vous en pensez ? On abandonne les charges. Non, mais ça veut rien dire. Sérieux. Alors, ce qui se passe en Israël, tout le monde le suit de très près, depuis un moment, depuis le génocide que connaît Gaza et la Palestine. Maintenant, voir Netanyahou venir effectivement avec une déclaration pareille, une demande de grâce, c'est tout d'abord une reconnaissance que il est coupable, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est une façon aussi de jouer sur l'émotion. Encore une fois, on voit effectivement cette histoire de storytelling pour dire les mots. Là, c'est un super storytelling. Et surtout, on savait qu'il y avait des grands scénaristes en Israël. Mais là, ça dépasse tous les pronostics. Oui. Surtout l'usage des mots, ça déchire Israël de l'intérieur. Encore une fois, pour dire que les avis sont partagés et que effectivement. Mais ça n'aurait aucun sens, mais ce qui n'exclut effectivement que la grâce suive. Oui. On va terminer avec un sujet, j'avais plein de sujets, mais bon, on n'a pas le temps. On va terminer avec un sujet d'actualité, c'est le démarrage du Festival international du film de Marrakech ce week-end. Quel est votre regard là-dessus ? Vous allez j'allais dire monter les marches, non, vous allez fouler le tapis rouge. C'est une belle vitrine pour le Maroc tout d'abord. Moi, je reste fidèle à ma vision branding. C'est une belle vitrine pour le Maroc en termes de modernité, en termes d'ouverture sur l'international. Vous avez vu Jodie Foster a joué le jeu là magnifiquement. Et surtout son français. Moi, j'ai été bluffé par son français. C'est magnifique. C'est magnifique. Et là encore, c'est encore le branding, c'est l'image. Et d'ailleurs, à la base, le festival a été mis en place justement dans cette perspective, c'est donner cette image de modernité au Maroc et que vraiment on n'a rien à envier à d'autres festivals qui se font ailleurs, Cannes ou autres. C'est vrai. Vous avez un smoking, vous ? Oui. Voilà, c'était pour l'événement. Voilà, on y va ensemble. Écoutez, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Il nous aurait fallu encore 1 heure pour parler de tous les sujets. Merci à vous. À très très bientôt dans les décodeurs. Merci Franck. Bonne journée. Merci Mustafa. Merci. Atlantique Matin, 7h-10h.